En cette rentrée sociale, la France semble traversée par une colère après les Gilets jaunes. Nicolas Quipet, c'est en un seul mot, si j'ose dire. Voici un nouveau mouvement, le mouvement Bloquons tout. Il appelle à paralyser le pays le 10 septembre prochain. Pour évoquer ces différentes colères, je vous ai invité Gérard Noiriel, vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS. Vous publiez Le peuple français, histoire et polémique, c'est aux éditions Talendier. On vous doit une œuvre nombreuse, fournie, qui prend notamment assis sur l'histoire de l'immigration. Vous avez écrit un ouvrage de référence, Le Creuset français, c'était en 1988. Vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire des classes populaires et puis aussi, on va y revenir d'ailleurs, vous avez beaucoup réfléchi sur les usages publics de l'histoire parce que on voit bien que l'histoire est aussi utilisée, instrumentalisée par les politiques. Je voyais réagir pendant la revue de presse internationale de ma camarade Catherine Dutu. On voit qu'il y a en Angleterre, mais on pourrait parler aussi des États-Unis, une sorte de crise liée à la question de l'immigration. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, bonjour Guillaume. Effectivement, la question migratoire, c'est un chapitre d'ailleurs du livre, ressurgit régulièrement. La France a joué peut-être un rôle pionnier si on remonte aux années 80. Vous évoquiez mon livre Le Creuset français, c'était une période où on a vu ressurgir avec le Front National tout ce débat sur l'immigration. Je dis bien ressurgir parce que c'était un énième épisode d'une histoire qui, dans le cas français, remonte au 19e siècle, au début de la Troisième République. Et donc, on voit aussi aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est-à-dire quand même, moi je me souviens que le Brexit a été motivé en grande partie déjà par les questions d'immigration. C'était le fameux plombier polonais à l'époque. Il fallait sortir de l'Europe parce que... Donc on voit bien que, en fait, ce sont des thématiques qui ressurgissent dans une fraction de l'opinion qui n'est pas forcément majoritaire au niveau des militants, j'entends, de ceux qui manifestent, dont vous parliez, mais qui a un impact chez des gens qui souffrent, qui sont dans des situations économiques difficiles et qui pensent qu'on va résoudre leurs problèmes en s'attaquant, souvent, la plupart du temps, aux plus pauvres qu'eux, mais qui ne sont pas de la même nationalité. Donc, ce que montre l'histoire, c'est que aucun pays n'a jamais résolu les problèmes sociaux ou politiques en s'attaquant aux immigrés. Il n'y a pas d'exemple. Donc, c'est ça qui est inquiétant dans ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, pas rien qu'au Royaume-Uni, un peu partout, parce qu'on sait très bien que les conséquences politiques sont dans le mauvais sens, y compris pour les populations qui manifestent aujourd'hui contre les immigrants. Mais alors, parce que le Creuset français, donc en 1988, m'avait beaucoup marqué. C'était un livre notamment où vous en preniez une certaine histoire de l'identité française. Vous visiez notamment Braudel, parce que pour vous, Fernand Braudel était responsable de ce mythe, je parle sous votre contrôle, Gérard Noiriel, de ce mythe selon lequel la France était homogène, avait une histoire entière. Oui, moi j'ai une énorme admiration pour Braudel par ailleurs. Moi, je suis moi-même le produit de l'école des Annales, etc. Mais ce qui m'avait déçu dans ce livre de Braudel sur l'identité de la France, c'est justement que cette identité, il la construisait avec pas un seul mot, disons, sur l'histoire de l'immigration. Alors que la France, justement, c'est ce que j'ai montré dans le Creuset français, le peuple français, disons, s'est construit dès le 19e siècle avec une forte immigration, une migration de travail, mais voilà. Parce que, ce que j'explique dans le livre, c'est que dès le 19e siècle, les luttes sociales en France, la précocité du suffrage universel masculin, 1848, etc., faisait que les classes populaires en France avaient des moyens de résister à la prolétarisation. C'est pour ça que très tôt, quand la grande industrie s'est développée, il a fallu recourir massivement à l'immigration, au départ européenne, puis après au-delà. Et donc c'est pour ça que la thématique l'immigration, une chance pour la France, c'est le titre d'un chapitre, non seulement j'y crois, mais j'ai démontré sa réalité, et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais c'est justement une phrase qui est tournée en dérision par l'extrême droite, parce que elle considère, pas seulement en France, c'est ça en fait qui est frappant dans la période actuelle, c'est qu'on voit monter ça aux États-Unis, c'est particulièrement frappant qu'il y a aujourd'hui une dénaturation quasiment anthropologique de nos sociétés. Question peut-être de proportion, disent les uns, question donc de provenance de ces immigrés. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Disons qu'il faut bien voir que moi, j'essaye de me tenir à distance de l'actualité politique pour faire mon métier, qui est un métier de chercheur, de compréhension des phénomènes. Quand vous parlez de Zemmour, vous n'êtes pas vraiment à distance. Disons que là, dans le cas, je veux bien faire une petite parenthèse sur Zemmour, mais si vous voulez, la manière, moi, si j'ai écrit ce livre donc sur le venin dans la plume, c'est aussi la manière dont il traitait notre corporation. Et personne n'avait réagi quand il nous traite de mafia, quand il traite notre métier, de sorte de suppôt d'immigration,istes, etc. Enfin, toutes ces insultes qui m'ont visé personnellement. Oui, je pense que vous avez bien fait de vous sentir visé. Voilà. Donc là, évidemment, je ne veux pas prétendre à une objectivité avec un grand O, mais malgré tout, les outils qui sont utilisés, que j'utilise moi, n'ont rien à voir avec ceux de Zemmour. Il n'a jamais mis les pieds aux archives. Je veux dire, vous ne pouvez pas quand même confondre un métier qui repose sur des années et des années de travail avec des polémistes qui lancent des choses comme ça. Par rapport à ces questions-là, oui, je crois que on est aujourd'hui confronté. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? C'est pas tellement les proportions. Ce que je montre aussi, je rappelle ça dans ce livre, c'est que proportionnellement, si vous prenez la nationalité, parce qu'il faut voir aussi l'évolution du vocabulaire. Le mot immigré en France, il s'est imposé, y compris à l'INSEE, etc., dans les années 80. Avant, on avait des statistiques en France, c'était le droit républicain, où on étiquetait les gens par leur nationalité et pas par leur origine. Vous voyez, il y a eu un basculement déjà. Si vous comparez par nationalité, en gros, les nationalités étrangères, le taux d'immigration aujourd'hui n'est pas plus important qu'il ne l'était en 1930. Donc, il y a des changements. Quels sont ces changements? Ils sont liés à une tension, je crois, de plus en plus grande entre une mondialisation de la culture, des déplacements, etc. Enfin, voilà. Et puis, un champ politique qui reste, lui, étroitement national. Donc, le nous national a un poids de plus en plus grand, je dirais, dans l'actualité, dans la manière de raisonner, etc. Donc les gens s'identifient. C'est pour ça, on entendait tout à l'heure dans le reportage, personne qui dit on n'est pas raciste, mais oui, moi je crois qu'il vaut mieux parler de xénophobie, parce que le mot racisme aujourd'hui s'étend à peu près à toutes les situations, alors même qu'on ne distingue plus différentes manière de rejeter les autres, de discrimination, etc. Mais alors, justement, si on se situe, et je dis bien si, et c'est de cela aussi dont on peut discuter, mais oui. Si il y a vraiment un refus, on voit par exemple la politique anti-immigration de Trump, elle est largement soutenue aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'elle est largement soutenue sur le moment, comme ça a été le cas encore dans différents épisodes dans l'histoire, mais que c'est pas pour ça que la déception ne va pas être au bout du compte pour les gens qui croient que c'est cette politique-là qui va résoudre leurs problèmes. Si vous voulez, après moi en tant que citoyen, je peux avoir une opinion, mais ce que j'essaie d'analyser, si vous voulez, c'est une situation politique et voir les conséquences que ça peut avoir pour les gens qui croient qu'ils vont sortir de leur misère, de leurs problèmes de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on peut incriminer les historiens? Non pas que les historiens soient à l'origine du trumpisme, mais enfin, par exemple, cette notion de peuple, elle est quand même un peu étrange, Gérard Noiriel. Est-ce que c'est un objet homogène, le peuple? Comment vous le définiriez? Justement, c'est une partie aussi de l'ouvrage où je montre que, si vous voulez, la démocratie, elle est prise dans une contradiction dès le départ. Si vous voulez, chez les Grecs, par exemple à Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, voilà, c'est le pouvoir du peuple. Or, en fait, le peuple n'est jamais au pouvoir. Il y a toujours une délégation et c'est toujours des élites qui vont diriger le pays. Donc c'est cette tension qui va d'ailleurs donner naissance aux démagogues, déjà, à cette époque-là, donc de gens qui parlent au nom du peuple et en général qui n'en font pas partie, si on entend par le mot peuple, classe populaire. Donc ça, voilà, ça va, c'est de longue durée, je dirais. Et les formes que cette tension entre l'exercice du pouvoir dans une démocratie et la réalité du peuple se retrouve en France après la Révolution française. Et donc c'est une tension au sein de la démocratie qui va expliquer la déception des classes populaires, notamment
à l'égard de la vie politique dite démocratique. On le retrouve dès la fin 19e avec Boulanger. Enfin voilà, la déception à l'égard de la démocratie, c'est pas nouveau. Hein, c'est une tendance, une constante, je dirais, dans l'histoire de la démocratie. Mais vous trouvez pas, Gérard Noiriel, qu'il y a toujours une tentation de mettre une partie des Français, ou en tout cas des habitants de la France, hors du peuple? Alors pour les uns, donc les immigrés, on en a parlé. Et pour les autres, eh bien, ce sont les dominants, les riches. Bon, ce que votre collègue Pierre Birnbaum avait fait sur le peuple et les gros, où il s'agissait de voir qu'il pouvait y avoir aussi une contestation des parasites du haut. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des tensions, il y a des enjeux, des défis. Étant donné que le peuple n'est pas au pouvoir, il y a donc des gens qui parlent au nom du peuple et qui en donnent des définitions différentes, voire contradictoires. Et ça, on le voit bien, même si vous voulez, par exemple, à la grande époque de la gauche du mouvement ouvrier, le peuple, c'est la classe ouvrière. Hein, c'est la classe ouvrière, alors que la droite, ça va être plutôt les paysans, les classes moyennes, la petite bourgeoisie, etc. Et donc cette tension, elle existe constamment. Et ce qu'on appelle le populisme, c'est effectivement des gens qui parlent au nom du peuple, parce que vous êtes obligé, quand vous faites de la politique, de parler au nom du peuple, puisque c'est le peuple qui vote, enfin les citoyens. Donc moi, je distingue deux définitions. Une définition sociale du peuple, qui historiquement, traditionnellement, est lié, disons, aux classes populaires. En gros, c'est le peuple au sens classe populaire. Et puis une définition politique du peuple. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens qui constituent une nation. Hein. Donc, c'est cette définition politique du peuple qui, je pense, est centrale aujourd'hui par rapport donc aux moyens de faire en sorte que les citoyens se définissent politiquement et votent pour tel ou tel parti. Et alors, la critique des élites, vous savez, avec cette phrase, elle m'agace, quand on parle d'élites hors sol, on dit les élites sont déconnectées. Alors, c'est une dimension du populisme, mais il faut bien voir que dans le populisme, la rhétorique des populistes, elle s'appuie souvent sur des choses réelles. Hein, c'est pas uniquement faux. C'est une manière d'utiliser des éléments qui sont dans la réalité pour les généraliser et en faire une ligne politique. Donc, il y a effectivement, je le dis aussi, une coupure qui s'aggrave, je pense, entre les classes populaires et des gens, disons, j'aime pas trop ce mot élite, hein, mais disons qui ont un capital culturel important, qui vont se documenter en puisant différentes sources d'informations, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les manières de trouver des moyens de se rapprocher, disons, des classes populaires avec, moi j'ai créé une association d'éducation populaire d'ailleurs dans ce but-là, ça fait 10 ans, hein, où je vais dans les écoles, dans les centres sociaux, Vous etc. participez à une autre association d'éducation populaire, France Culture. Voilà. Donc, il y a ce travail que ne font pas tous mes collègues, mais qui, je pense, est nécessaire aujourd'hui, et de manière à créer aussi une sorte de barrage contre l'anti-intellectualisme, parce que une des dimensions du populisme, on le voit avec Trump, c'est l'anti-intellectualisme. Et ça, c'est un danger qui nous guette aussi en France. Il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que ce type de politique n'est pas menacé par l'intellectualisme. Justement, comme on est sur France Culture, je veux donner à entendre, c'est un document particulièrement émouvant, c'est Lucien Febvre. Lucien Febvre est un grand historien, vous nous le présenterez d'ailleurs dans quelques instants. Oui. En 1948, tendez l'oreille, il parlait du peuple. Car il n'y a pas de peuple, si pauvre soit-il, si démuni, qui n'ait trouvé ou propagé quelque chose à lui d'original, de digne d'être emprunté. Ne gémissons pas, le passé ne reviendra plus, il ne revient jamais. Tournons-nous vers l'avenir résolument et prenons la tête du mouvement. C'est notre dernière chance. En avant, les civilisés qui ont mal à leur civilisation. En avant, pour l'établissement d'une civilisation enfin propre à tous les hommes, bien commun de toute l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Noiriel? Qui était Lucien Febvre? Je vous remercie. Je ne connaissais pas cette citation. Elle est très émouvante, effectivement. Oui, Lucien Febvre, si vous voulez, c'est l'un des fondateurs
de l'école des Annales dont je parlais tout à l'heure, qui donc de la revue au départ des Annales et après de tout un courant qui a complètement renouvelé l'histoire avec Marc Bloch. Donc Marc Bloch, vous savez, l'an prochain, il va être mis à l'honneur puisque ses cendres vont être transférées au Panthéon. Et donc moi, voilà, ça fait partie de ma filiation au niveau de ma formation d'historien. Et Lucien Febvre a contribué à la naissance de l'école pratique des hautes études, la 6e section qui est devenue l'école des hautes études en sciences sociales. C'est un historien qui est ouvert sur les sciences sociales et qui a aussi ce souci de la fonction civique de l'histoire, comme il le rappelle là, avec un point tout à fait important dans ce qu'il raconte, c'est justement que le peuple, qui est souvent traité, enfin le peuple au sens classe populaire, souvent traité de barbare, etc., eh bien, contribue toujours à l'enrichissement d'une société. Ça, je crois que c'est profondément vrai. C'est aussi un autre point que j'essaye de développer dans le livre pour lequel on m'avait invité. Le peuple français, histoire et polémique, puisqu'on a affaire à une véritable guerre culturelle. On va revenir d'ailleurs sur ce terme de guerre culturelle dans quelques instants. Gérard Noiriel, voir la manière dont effectivement tout ceci se déroule aujourd'hui et signifie que les colères françaises prennent peut-être une autre forme. Vous serez rejoint par Antoine Bristiel. Antoine Bristiel a notamment travaillé en tant que docteur en sciences politiques sur cette mobilisation, je mets ça entre guillemets, c'est lui qui nous en parlera, autour du 10 septembre, le mouvement Bloquons tout. Comment peut-on analyser cette colère française? Réponse dans quelques secondes.